L'après-midi passe lentement devant nous parmi les dunes, le silence et la solitude. Au bout d'un moment, la solitude est rompue par un groupe de bédouins qui croisent notre chemin. 4 ou 5 hommes et 2 femmes, montés sur des dromadaires, avec une bête de somme portant une tente noire pliée, des casseroles et autres ustensiles de la vie nomade, 2 enfants perchés au-dessus du tas. En arrivant près de nous, ils retiennent leur bête. Que la paix soit sur vous. Et nous répondons, que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde d'Allah. Quelle est votre destination, voyageurs? Taïma, Inch'Allah. Et d'où venez-vous? De Qasr al-Thaymin, mes frères, réponds-je. Puis silence. L'un d'entre eux, un vieil homme maigre au visage acéré et à la barbe noire et pointue, est manifestement le chef. Son regard, également noir et pointu, passe sur Zaïd, puis s'arrête avec méfiance sur moi, un étranger au teint clair apparu de façon si inattendue, de nulle part, dans ce désert sans chemin. Un étranger qui dit venir de la direction de l'Irak sous contrôle britannique et qui pourrait bien être, je peux presque lire cette pensée sur le visage acéré, un infidèle entrant subrepticement dans la terre des Arabes. La main du vieil homme joue, comme s'il était perplexe, avec le pommeau de sa selle tandis que ses compagnons, groupés à présent aléatoirement autour de nous, attendent manifestement qu'il parle. Au bout de quelques instants, il semble ne plus pouvoir supporter le silence et me pose la question. « De quels Arabes es-tu? C'est-à-dire à quelle tribu ou région j'appartiens ?» Mais avant même que je puisse répondre, ses traits s'illuminent d'un soudain sourire de reconnaissance. « Oh, je te reconnais maintenant. Je t'ai vu avec Abdelaziz, mais c'était il y a longtemps, 4 longues années. » Il tend amicalement la main vers moi et se souvient du temps où j'habitais le château royal de Riyad et où il était venu, dans la suite d'un chef Shammar, présenter les hommages de la tribu à Ibn Saoud, que les Bédouins appellent toujours par son prénom, Abdelaziz, sans aucun titre formel et honorifique, car, dans leur libre humanité, ils ne voient dans le roi qu'un homme, à honorer sans doute, mais pas au-delà des déserts de l'homme. Et nous continuons ainsi un moment à nous souvenir, à parler de tel ou tel homme, à échanger des anecdotes sur Riyad, dans laquelle et autour de laquelle jusqu'à 1 millier d'invités vivent quotidiennement de la générosité du roi, recevant à leur départ des cadeaux qui varient selon le statut de chacun, d'une poignée de pièces d'argent ou d'une abaya à de lourdes bourses de souverains d'or, de chevaux ou de dromadaires qu'ils distribuent fréquemment aux chefs. Mais la générosité du roi n'est pas tant une question de bourse que de cœur. Peut-être plus que toute autre chose, c'est la chaleur de ses sentiments qui fait que les gens qui l'entourent, à l'exception de moi-même, l'aiment. Durant toutes mes années en Arabie, l'amitié d'Ibn Saoud a recouvert ma vie d'un éclat chaleureux. Il m'appelle son ami, bien qu'il soit un roi et que je sois un simple journaliste. Et je l'appelle mon ami, pas seulement parce que pendant toutes ces années où j'ai vécu dans son royaume, il m'a montré beaucoup d'amabilité, car il en montre à beaucoup d'hommes. Je l'appelle mon ami parce que, à l'occasion, il m'ouvre ses pensées les plus intimes comme il ouvre sa bourse à tant d'autres. J'aime l'appeler mon ami car malgré tous ses défauts, et ils ne sont pas rares, c'est un homme extrêmement bon, pas seulement bienveillant, car la bonté d'âme peut parfois être une chose bon marché, comme vous diriez avec admiration d'une vieille lame de Damas qu'elle est une bonne arme, parce qu'elle possède toutes les qualités que vous pouvez exiger d'une arme de ce genre. Eh bien, je considère Ibn Saoud comme un homme bon. Il est cohérent avec lui-même et suit toujours son propre chemin. Et s'il se trompe souvent dans ses actions, c'est parce qu'il ne cherche jamais à être autre chose que lui-même. Ma première rencontre avec le roi Abdelaziz ibn Saoud a eu lieu à la Mecque au début de l'année 1927, quelques mois après ma conversion à l'islam. La mort récente et soudaine de ma femme, qui m'avait accompagné lors de ce premier pèlerinage à la Mecque, m'avait rendu amer et asocial. Je m'efforçais désespérément de sortir des ténèbres et de la désolation la plus totale. Je passais la plupart de mon temps dans mon logement. Je n'avais de contact qu'avec quelques personnes et, pendant des semaines, j'ai évité même la visite de courtoisie habituelle au roi. Puis un jour, alors que je rendais visite à l'un des invités étrangers d'Ibn Saoud, il s'agissait, je m'en souviens, de Hadji Agus Salim l'Indonésien. J'ai été informé que, sur ordre du roi,
mon nom avait été inscrit sur sa liste d'invités. Il semblait avoir été informé de la raison de ma réserve et l'accepter avec une compréhension silencieuse. C'est ainsi que, invité qui n'avait encore jamais vu le visage de son hôte, je me suis installé dans une belle maison à l'extrémité sud de la Mecque, près de la gorge rocheuse par laquelle passe la route du Yémen. De la terrasse, je pouvais voir une grande partie de la ville, les minarets de la grande mosquée, les milliers de cubes blancs des maisons avec des balustrades de briques colorées sur le toit, et les collines mortes du désert dominées par des cieux qui brillaient comme du métal liquide. Pourtant, j'aurais pu continuer à repousser ma visite au roi si je n'avais pas rencontré par hasard l'émir Faisal, son deuxième fils, dans une bibliothèque sous les arcades de la grande mosquée. Il était agréable de s'asseoir dans cette longue et étroite pièce entourée de vieux in-folio arabes, persans et turcs. Son calme et son obscurité me remplissaient de paix. Un jour, cependant, le silence habituel fut rompu par l'entrée bruyante d'un groupe d'hommes précédés de gardes du corps armés. C'était l'émir Faisal, avec sa suite, qui traversait la bibliothèque pour se rendre à la Kaaba. Il était grand et mince et d'une dignité bien supérieure à ses 22 ans et à son visage imberbe. Malgré son jeune âge, il avait obtenu le poste important de vice-roi du Hijaz, après la conquête du pays par son père 2 ans plus tôt. Son frère aîné, le prince héritier Saoud, était vice-roi du Najd, tandis que le roi lui-même passait la moitié de l'année à la Mecque, la capitale du Hijaz, et l'autre moitié dans la capitale du Najd, Riyad. Le bibliothécaire, un jeune lettré mécois avec lequel j'étais ami depuis quelque temps, me présenta au prince. Il m'a serré la main, et lorsque je me suis incliné devant lui, il a légèrement incliné ma tête en arrière avec ses doigts et son visage s'est illuminé d'un sourire chaleureux. Nous, les gens du Najd, nous ne croyons pas que l'homme doive s'incliner devant l'homme. Il ne doit s'incliner que devant Dieu dans la prière. Il semblait être gentil, rêveur et un peu réservé et timide. Une impression qui s'est confirmée au cours des dernières années de notre connaissance. Son air de noblesse n'était pas acquis. Il semblait rayonner de l'intérieur. Lorsque nous nous sommes parlé ce jour-là dans la bibliothèque, j'ai soudain ressenti un fort désir de rencontrer le père d'un tel fils. « Le roi serait heureux de te voir, dit l'émir Faisal. Pourquoi l'évites-tu » Et le lendemain matin, le secrétaire de l'émir vint me chercher en voiture et me conduisit au palais du roi. Nous passâmes par la rue du bazar d'El Ma'ala, nous frayant lentement un chemin à travers une foule bruyante de chameaux, de bédouins et de commissaires-priseurs vendant toutes sortes d'articles bédouins. Selles de chameaux, abayas, tapis, outres, épées incrustées d'argent, tentes et cafetières en laiton. Puis, par une route plus large, plus calme et plus ouverte, pour enfin atteindre l'immense maison dans laquelle le roi résidait. De nombreux chameaux sellés remplissaient l'espace ouvert devant la maison, et un certain nombre d'esclaves et de serviteurs armés se prélassaient dans l'escalier d'entrée. On m'a fait attendre dans une pièce spacieuse dotée de piliers dont le sol était recouvert de tapis bon marché. De larges divans kaki couraient le long des murs, et l'on pouvait voir de la verdure à travers les fenêtres. Les débuts d'un jardin que l'on cultivait avec beaucoup de difficulté sur le sol aride de la Mecque. Un esclave noir est apparu. « Le roi t'invite. »